Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire de cette semaine, le parc zoologique de Pêcheret se prépare déjà pour l'hiver. La responsable Laura da Silva nous expliquera de quelle manière. Nous parlerons des métiers des forces sous-marines avec le CIRFA du Mans. Puis en fin d'émission, nous irons au théâtre pour vous parler d'une fable écologique à voir au Quinconce au Mans. Mais tout de suite, allons au Bray-sur-Mérise. Nous sommes de retour aujourd'hui au parc zoologique de Pêcheret avec la responsable du parc, Laura da Silva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les antennes de RCF Sarthe. Alors nous sommes au cœur de l'automne, mais du côté de Pêcheret, vous préparez déjà l'hiver. Oui, c'est ça, il faut anticiper l'hiver parce que ça arrive vite, surtout avec la météo qu'on a cette année qui est très particulière et on a des températures qui chutent et qui tombent très bas un peu plus vite que prévu. Comment se prépare une saison comme l'hiver du côté d'un parc zoologique ? Alors au niveau visiteurs, on ralentit le rythme, on est ouvert maintenant plus que les mercredis et les week-ends, et au niveau animalier aussi on va préparer ça puisqu'on a des animaux qui vont être adaptés aux températures d'hiver, qui vont pouvoir s'autoréguler. Donc là on n'intervient pas. On va avoir des animaux qui vont, par exemple, hiberner comme les marmottes. Donc les gens qui vont passer au parc ne vont pas les voir, mais c'est normal puisqu'elles vont rentrer en hibernation. On va avoir des animaux qui vont aussi faire une mue au niveau de leur poil. Donc ça veut dire qu'ils vont changer leur poil et qu'ils vont avoir un poil qui va être adapté spécifiquement à l'hiver. Donc on va avoir quelque chose de bien plus épais qui va leur servir de protection. Et après, on a aussi des animaux qui sont beaucoup plus sensibles au froid, qui vivent normalement sous des latitudes un peu plus chaudes et que nous, on va en fait protéger du froid en les hivernant, nous, dans des bâtiments chauffés ou en leur mettant des grosses couches de paille pour pas que les pattes en fait puissent attraper des engelures avec le gel éventuellement qui va arriver sur la fin de l'année. Et ces animaux sensibles au froid continuent à sortir pendant l'hiver ou ils restent vraiment calfeutrés dans leur enclos ? Alors ça va dépendre un petit peu, on va faire au jour le jour. Typiquement les suricates, il va arriver une période où entre le froid extrême et surtout aussi parce que eux ils vivent normalement dans des terriers en sous-terre et les effondrements éventuellement de la butte de terre qu'il peut y avoir dans leur enclos à cause des pluies, tout ça, on va pas prendre de risques, ils vont être enfermés constamment en bâtiment. On va avoir les pintades par exemple, elles qui ont beaucoup de problèmes d'engelure au niveau de leurs pattes. On sait très bien que sur la journée, on va avoir aucun souci. Donc on les laisse sortir et elles sont habituées à revenir dans leur bâtiment tous les soirs. Et là par contre, on les bloque en bâtiment le soir pour être sûr qu'elles soient au chaud et qu'elles soient sur de la paille. Et on a les lémuriens par exemple, c'est vraiment le bon exemple du cas par cas et du au jour le jour, puisque les lémuriens, on va tout simplement les laisser en accès libre. Donc ça veut dire que ils vont aller et venir à leur convenance dans leur bâtiment et dans leur enclos extérieur également la nuit, jusqu'au jour où, si vraiment il fait extrêmement froid ou qu'on est sur une météo qui est assez catastrophique, avec du vent, de la tempête, tout ça, où là, dans tous les cas, pareil, on va, comme les suricates, au bout d'un moment, on va décider de les bloquer en bâtiment. Par contre, que la nuit, parce que ça reste des primates qui sont arboricoles, donc ils ont besoin d'aller dans les arbres, c'est hyper sociaux, ils ont besoin d'aller voir leurs congénères, tout ça. Donc, de toute façon, quand on les enferme, c'est toujours en groupe. Mais on peut pas se permettre d'enfermer des primates en bâtiment toute la journée. Donc, généralement, les espèces qui vont avoir des vrais besoins arboricoles et des vrais besoins d'exploration de l'enclos, ils vont être bloqués que la nuit en bâtiment pour leur propre sécurité. Et pour les espèces qui vont être extrêmement sensibles, comme les suricates, on va préférer les bloquer intégralement sur plusieurs semaines en bâtiment pour être sûr qu'en fait ils se mettent pas en danger par rapport à leur environnement. Il y a un bâtiment qui a été construit cette année justement pour répondre à ce besoin-là, parce qu'ils avaient quelque chose qui était un petit peu petit. Donc là, ils ont une surface qui est dans les normes de bien-être animal et qui répond aux recommandations qu'on a de donner tant de mètres carrés en fonction du groupe qu'on a. Donc là, ils vont avoir un super bâtiment pour passer l'hiver. Et on a fait attention en prime de donner l'accès aux visiteurs. Donc il y a une petite vitre qui permet quand même aux gens de pouvoir venir les observer dans leur bâtiment. Donc ça demande forcément une surveillance un peu de tous les instants, je dirais, de la part des équipes de soigneurs, peut-être même davantage qu'en période estivale ou printanière ?
Oui, c'est vrai que l'été, on va pas se poser beaucoup de questions. Généralement, tout le monde est en accès libre sur la journée, donc ils font des allers-retours entre leur bâtiment et leur enclos. On va également les laisser en accès libre le soir. Alors, ça veut pas dire que on n'a pas de coup d'œil. Au contraire, on s'assure que tout le monde est là, qu'on a bien compté tout le monde, que tout le monde mange, tout ça. Mais c'est vrai que l'hiver, on va passer peut-être, on va dire, un œil encore un peu plus aguerri sur le côté, sur le fait de manger, parce qu'une perte de poids l'hiver peut être beaucoup plus impactante qu'en été, puisque bah, si on perd du poids, on perd de la graisse, on perd des choses, et c'est encore plus difficile à affronter quand c'est l'hiver. Et en effet, on va faire très attention aux individus qu'on a, et si les pâtes il n'y a pas d'engelure, il n'y a pas tout ça. Donc on va se concentrer sur d'autres petites choses et on va regarder d'autres petites choses au niveau de leurs caractéristiques morphologiques pour s'assurer en effet que le froid ne pose pas de problème. Et puis si on a le moindre doute, bah, ça veut dire enfermer en bâtiment. Donc c'est une manipulation en plus qu'on va avoir sur la journée qui n'est pas forcément nécessaire sur l'été. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, pour cette fois-ci les animaux plus autonomes, les animaux qui hibernent, une surveillance avec ces animaux-là également? Alors tout ce qui va hiberner ou qu'on ne va pas voir, on peut pas surveiller. Par exemple les marmottes, nous la consigne c'est une fois qu'elles sont rentrées en hibernation, donc on les voit plus du tout sortir. Et ben c'est que du coup c'est juste qu'on se note le jour où on ne les voit plus. Comme ça on sait quand même à quel moment elles ont commencé et c'est toujours intéressant que ce soit pour nous ou éventuellement pour des données qu'on peut partager après entre parcs zoologiques. Et du coup la consigne c'est que quand on commence à revoir des marmottes, la consigne qui est donnée au niveau des équipes donc sur plusieurs mois plus tard, c'est de compter les marmottes. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'elles se ressemblent toutes, mais c'est nos animaux, on finit par les distinguer et les reconnaître les uns des autres. Donc on sait très bien à l'heure actuelle qu'on a un couple de marmottes adultes dominants avec du coup 3 jeunes. Donc là le but ça va être de bien tous les jours quand on va aller sur l'enclos, parce que généralement on les voit jamais les 5 en même temps, mais tous les jours de dire ok là j'ai vu les 2 adultes donc j'ai pas encore vu les 3 jeunes et puis le lendemain il y a quelqu'un qui va nous dire ah j'ai vu un jeune tout seul, pas les 2 adultes, pas les 2 autres jeunes et en fait petit à petit à force de multiplier les observations de jour en jour, on va juste s'assurer qu'on a bien nos 5 individus qui sont revenus sur l'enclos, qu'il n'y a pas eu de problème. Si vraiment on a un doute et qu'on a besoin d'évaluer toutes nos marmottes, et ben éventuellement on met une petite cage piège en place. Comme ça, elles rentrent dans le piège et puis on peut au fur et à mesure des captures voir qui est là et qui n'est plus là. Mais généralement, on a toutes nos marmottes voilà, qui ressortent sans problème. Et pour les autres, qui vont être hivernés dans des endroits où c'est plus de notre fait à nous parce que c'est des animaux qui craignent le froid. Comme on les met en fait dans des conditions chauffées en bâtiment, les bâtiments, vu que nous on y a accès, là on peut aller vérifier tous les jours que tout le monde va bien et compter nos animaux tranquillement. Alors, je vais faire un petit peu de météo-fiction pour terminer, Laura. Déjà pour parler, puisqu'on parlait d'hibernation, est-ce qu'il y a des températures qui pourraient ressembler à un hiver relativement chaud qui fait que ça peut perturber le cycle d'hibernation de certains animaux? Et de manière plus générale, pour la symbiose du parc en hiver, est-ce qu'il y a des conditions météo, des températures idéales pour que l'hiver se passe bien pour tout le monde en fait? Eh ben, en effet, là, c'est vrai que avec la météo très particulière qu'on a cette année, il n'est pas impossible qu'on ait des décalages, hein. Bon, nous, on l'a remarqué au fur et à mesure de la saison qu'on n'avait pas forcément les naissances qui étaient pareilles que les autres années. On avait plein de petites choses qui s'étaient décalées. Et là, typiquement, si on va retomber en effet sur des pics de 25 degrés comme c'est annoncé, il est possible que ça perturbe les animaux. Si nos marmottes, par exemple, sont déjà rentrées en hibernation, dans tous les cas, ça changera pas grand-chose. Si par contre elles sont dans la phase 2 et qui fait encore peut-être un peu trop chaud finalement, elles vont peut-être retarder l'hibernation. Donc ça c'est possible. Donc ça va être à nous de surveiller de toute manière et de s'assurer que tant qu'on les voit, il faut qu'on les nourrisse jusqu'au jour où on les voit plus et que là ça sert à rien non plus de mettre de la nourriture. Et par rapport du coup au reste des animaux, sur les conditions idéales, c'est sûr que nous, ce qu'on aime, c'est les hivers qui sont un petit peu doux, pas trop froids non plus, parce que ça veut dire que moins il fait froid et moins on va avoir ces contraintes de bloquer certains animaux en bâtiment. On va pouvoir être sûr sur la journée de pouvoir les laisser profiter de leur enclos et les rentrer uniquement la nuit. Donc ça va être quelque chose de très doux. Et par exemple, si on vient sur des températures extrêmes et qu'on a de la glace, il faut faire très attention aussi à plein de petits animaux qui vont être hypersensibles au niveau des poumons, tout ça. Et on a nous nos primates qui sont en île. Donc il faut savoir que l'eau c'est une barrière naturelle qui les empêche de partir, mais que de la glace c'est solide et ça fait pas forcément peur. Donc si on a de la glace typiquement sur nos îles, ça veut dire
c'est-à-dire qu'il faut la casser aussi pour pas que nos primates puissent s'échapper. Donc à Pécherey, on va pas être friand des températures extrêmes et du très très froid, on va plutôt aimer les hivers doux parce que ça va nous arranger dans l'hébergement et dans le management de ce qu'on fait au niveau des animaux. Eh bien, merci beaucoup, Laura Da Silva. Et puis, bon courage à toutes les équipes de Pécherey pour l'hiver qui s'annonce. Merci. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause. On retrouve maintenant notre chronique en partenariat avec le CIRFA. C'est le retour du CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées du Mans. Aujourd'hui dans Faites une pause, et pour nous accompagner, nous sommes avec le premier maître Florian Froger du service de recrutement de la marine pour le CIRFA. Bonjour. Bonjour. Alors premier maître, vous nous parlez aujourd'hui des métiers des forces sous-marines. Exactement, je souhaitais aujourd'hui vous parler des forces sous-marines, de ses composantes, ses missions et également de la féminisation qui est dorénavant à l'ordre du jour sur les sous-marins. Alors pour commencer, peut-être déjà préciser qu'il y a 2 types de sous-marins. Exactement, 2 types de sous-marins, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors eux sont situés à Brest et ont comme mission principale la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que depuis 1972, un sous-marin est en patrouille en permanence et à disposition du président de la République pour établir la dissuasion nucléaire. Deuxième type de sous-marins, les sous-marins nucléaires d'attaque qui, eux, sont basés à Toulon et sont des sous-marins qui font du renseignement, des missions de protection et également des interventions. Et donc il y a des métiers communs en fait dans ces 2 types de sous-marins. Alors bien sûr, des métiers communs. La première filière va être les métiers des opérations, notamment tout ce qui va être détection. On appelle ça les opérations sous-marines. On va établir une situation, détecter, analyser, et c'est notamment dans ces métiers-là qu'on va retrouver un métier connu qui est oreille d'or. Je vais avoir également tous les métiers de la navigation, les métiers des réseaux, des communications, des systèmes numériques également. Deuxième filière importante dans les sous-marins, les métiers de la maintenance. Alors, un métier particulièrement intéressant et technique, la maintenance en énergie nucléaire. C'est-à-dire que tous nos types de sous-marins sont des sous-marins à propulsion nucléaire. Il y a une chaufferie nucléaire identique à une centrale EDF, mais en version réduite, et nous avons besoin de techniciens dans ces filières-là. Alors c'est un recrutement à partir de Bac+2 dans des filières scolaires de la maintenance, type BUT, mesures physiques, génie mécanique, BTS électrotechnique. Ensuite, dans ces métiers de la maintenance, je vais recruter également des électriciens, des mécaniciens d'armes, des électrotechniciens d'armes. Voilà, tous ces métiers qui vont permettre de mettre en œuvre l'armement du sous-marin. Et dernière filière importante, notamment pour moi qui suis un ancien cuisinier, tous les métiers du soutien à bord des sous-marins. Donc on a besoin essentiellement de cuisiniers et de maîtres d'hôtel pour assurer le service et la restauration qui est ultra importante dans cette composante parce que ça fait partie du moral de l'équipage. Et vous le disiez en introduction, la vie dans les sous-marins se féminise de plus en plus dans un univers très masculin. Exactement. Depuis 2014, les forces sous-marines sont ouvertes au personnel féminin. Tous les métiers sont également disponibles. Alors, vous me direz, ça fait un petit peu tard, mais ce qui se passait, c'est que les sous-marins de classe plus ancienne n'étaient pas adaptés à accueillir du personnel féminin parce qu'il faut des sanitaires, des locaux un petit peu séparés et ce dont les nouveaux sous-marins de nouvelle génération sont parfaitement équipés. Donc j'invite toutes ces filles et ces femmes à ne pas hésiter, à être curieuses et à nous rejoindre dans ces filières qui sont intéressantes, techniques et innovantes. Et pour ça, il suffit de se rapprocher de vous, au CIRFA du Mans. Alors bien sûr, pour ça, n'hésitez pas à venir nous voir rue de Beaune au CIRFA du Mans. Vous pouvez nous contacter également au 02 43 52 16 53 et également sur notre site lamarinerecrute.fr. Eh bien, merci beaucoup, Premier maître Florian Froger, et on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci à vous, à très bientôt. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant cela, on fait un détour au théâtre.
Nous sommes au théâtre des Quinconces du Mans pour parler d'un spectacle qui va se dérouler ces 16, 17 et 18 octobre, spectacle appelé Le Pays Innocent, et nous sommes avec Samuel Gallet, l'écrivain et le metteur en scène de ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel Gallet, déjà parlez-nous peut-être un peu de l'histoire du Pays Innocent. Alors ça part d'une mère de famille et de son enfant, c'est bien ça? Exactement, c'est une mère qui vit seule avec son petit garçon de 5 ans et qui, convaincue que le monde dans lequel on vit devient inhabitable pour des raisons écologiques, elle est angoissée comme ça face au monde dans lequel elle est. Elle habille son petit garçon d'une combinaison de spationaute et elle imagine l'envoyer, en fait elle l'envoie par le rêve, dans une planète de forêt épaisse et profonde. En fait, cette planète de forêt épaisse et profonde, c'est le conte qu'elle raconte à l'enfant, c'est un conte qu'elle appelle Le Pays Innocent, dans lequel existerait une planète à des millions d'années-lumière de la Terre où tout ce qui meurt sur notre Terre, les fleuves, les forêts, les animaux, les êtres, renaît sur cette planète. Et donc elle envoie ce petit garçon sur cette planète-là, et donc le spectacle raconte l'aventure ensuite de cet enfant qui se retrouve dans cette planète-là, accompagné par un vieil homme qui apparaît aussi, et une garde forestière à travers une forêt immense, jusqu'à un pays où n'existerait aucune violence ni aucune dévastation, et qui s'appellerait donc Le Pays Innocent. Voilà. Donc c'est un voyage, un conte à travers une fable écologique. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ce spectacle, c'est une fable écologique qui raconte finalement un fait très important de notre temps. En tout cas, on essaie de partir avec mon équipe vraiment de se dire comment aujourd'hui on peut être angoissé, un peu sidéré par les problématiques un peu énormes de réchauffement, de catastrophes écologiques, et comment par l'imaginaire on peut inventer des nouveaux récits dans lesquels des individus, des êtres se réinventent et imaginent d'autres possibilités pour continuer à vivre et à espérer. Et donc ce projet, vous le portez depuis 3 ans maintenant? Oui, alors le texte, moi je suis écrivain, donc j'ai d'abord commencé à écrire le texte. Donc le texte a commencé à être écrit il y a 3 ans. Une première version du texte a été terminée il y a 1 an, donc on a commencé il y a 1 an à travailler avec les acteurs, les actrices et les musiciens, les musiciennes. Il y a des musiciens au plateau, j'y reviendrai. Et puis après, dans les répétitions, il y a eu des modifications du texte, mais voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on est vraiment sur ce projet avec mon équipe. Et pour donner envie aux gens de venir, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la scène? Déjà combien de personnes? Alors il y a 6 interprètes, et dans le travail que je mène moi, c'est toujours un travail entre théâtre et musique. Donc il y a beaucoup de musique au plateau. Là, on est accompagné par un contrebassiste et une ondiste qui fait un instrument que je ne connaissais pas avant de la rencontrer, qui s'appelle les ondes Marteneau. Donc c'est un ancêtre du synthétiseur. On a à la fois des boucles comme ça sonores, des nappes sonores très belles, et quelque chose qui évoque aussi le piano. Et puis donc évidemment quatre interprètes pour jouer les personnages. Donc c'est un travail, c'est un spectacle qui se joue entre théâtre et musique, entre théâtre et poésie. Et en parallèle du spectacle, il y a un livre qui est aussi sorti. Oui, alors le livre qui s'appelle donc Le Pays Innocent, effectivement, est paru aux éditions Espace 34, qui est mon éditeur maintenant depuis 15-16 ans même. Voilà, donc il sera disponible à la sortie du spectacle, puis dans toutes les bonnes librairies. Qu'on pourra retrouver au Mans forcément. Ah bah oui, bien sûr, ouais, complètement à la sortie du spectacle, et puis évidemment dans les librairies où il y a des rayons de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre. Et après ces 3 jours de représentation au Mans, Le Pays Innocent va tourner un peu partout? Oui, c'est plutôt une belle exploitation qu'on a. On part ensuite, on a été soutenu par un groupe de théâtre qui s'appelle le groupe des 20 Île-de-France. Donc les 20 théâtres en Île-de-France. Donc là, on va tourner dans tous ces théâtres-là en Île-de-France. On va jouer notamment au théâtre de la Joliette, à Grenoble. On va jouer au Creusot. On jouera également au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Donc c'est plutôt une belle tournée qui s'annonce. Et puis l'année suivante, on jouera à Lyon, au Célestin. Donc c'est plutôt un spectacle qui démarre bien en termes de tournée. Donc on espère bien pouvoir rencontrer ensuite les spectateurs et les spectatrices pour leur partager cette aventure. Le Pays Innocent, ce sont ces 16, 17 et 18 octobre au théâtre des Quinconces. Tous les renseignements bien sûr sur le site internet des Quinconces. Merci beaucoup Samuel Gallet. Merci beaucoup à vous. Faites une pause, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Prenez soin de vous.